aux enseignants qui nous ont permis d'assister cet après-midi à mon arrivée. Je vais être très sobre et très simple. Je voudrais simplement vous dire que, comme vous, moi je suis née à Paris, de parents qui venaient d'Alsace. Autrement dit, si ça fait partie des départements français depuis 70 ans, il faut que vous sachiez que la première des choses, lors de la déclaration de la guerre, en 39-40, dès que les Allemands ont franchi la frontière, ils ont tout de suite, à nouveau, annexé l'Alsace et la Lorraine, qui sont devenues allemandes. Donc, ça a déjà été un choc, et toute la famille, du côté de mes parents, maternels comme paternels, ont tous été chassés d'Alsace. En priorité, l'université de Strasbourg était partie à Clermont-Ferrand, n'avait pas voulu rester allemande, donc tous les professeurs, toute l'université de Strasbourg était à Clermont-Ferrand. Quant aux Alsaciens, la majeure partie, ils ont été envoyés en Dordogne, en Corrèze et en Dordogne, à Brive-la-Gaillarde en particulier. Et moi j'ai une particularité, c'est que j'avais des oncles et tantes qui habitaient dans le nord de l'Alsace, autrement dit ce qu'on appelle l'Alsace-Bossue actuellement. C'est pas côté Haut-Rhin, côté Bas-Rhin, c'est juste plutôt près de la Sarre, de ce côté-là, plutôt près de la Lorraine. Et eux, à l'époque, étaient jumelés, le village, la ville d'Agno et le village étaient jumelés avec Limoges, donc eux sont partis dans le Limousin, une partie était répartie, donc toute la famille est dispersée. Donc 40, c'est l'exode. Nous sommes, mon papa travaille au Grand Moulin de Pantin, et eux aussi veulent évacuer leur personnel, donc on partira 5 familles, plusieurs camions, mais avec 5 familles chacune. On devait rejoindre Bordeaux, on devait avoir un arrêt à Saumur et finir à Bordeaux. On n'est jamais arrivé aussi loin. Notre parcours le plus loin, c'est arrivé à Orléans. Et à Orléans, on était sur les routes avec tous les gens du Nord qui fuyaient l'arrivée des Allemands. C'est ce que vous avez peut-être entendu parler par vos grands-parents. C'était l'exode. Et on s'est retrouvés en mêlée. Quelques camions militaires, il n'y avait pas de voiture comme vous pouvez l'imaginer actuellement. Il y avait plus des charrettes avec le cheval, le bourricot et le père de famille qui avait les harnais qui tiraient la charrette avec les bagages, et puis quelques matelas avec les tout petits assis en hauteur sur cette charrette, mitraillés tout le long de la route par les avions italiens qui descendaient en rame, en vagues entières, des vagues entières d'avions qui descendaient en piqué, mitraillaient toutes ces colonnes de femmes, d'hommes qui fuyaient le sud de la France. Les morts, les blessés, il fallait les laisser, il fallait avancer, on avait des Allemands aux trousses. Et notre parcours à nous s'est arrêté à Orléans, sous un bombardement, c'est pas un, mais il y a eu 2 bombardements à 10 minutes d'intervalle. Le premier, on était à l'abri, le deuxième, on est resté dans le caniveau. Un bombardement terrible, et à la fin de la guerre, quand on ne savait plus quel côté prendre, parce qu'on n'a pas pu reprendre, continuer notre parcours, puisqu'on n'avait plus d'essence, et que la gare à Orléans était en feu. Donc chacun a pris ses valises, ses paquets, et on est parti à pied. Mon papa a levé la tête en regardant à Orléans où nous étions, dans quelle direction on pouvait passer, partir. On a vu qu'il y avait le pont de Pierre. Alors pour ceux qui ont l'habitude, tout au moins les profs, les élèves, je ne sais pas trop bien, qui connaissent un peu la région, il n'y avait pas d'autoroute, hein, c'était la Nationale 10 à l'époque. Il y avait donc ce fameux pont de Pierre qui était là, qu'on appelle le pont royal à Orléans, qui était encore debout, puisque l'armée française faisait sauter tous les ponts pour retarder les Allemands. Ils avaient oublié que les Allemands avaient aussi du matériel pour faire passer les troupes de l'autre côté de la Loire. Donc nous, on a eu la chance de traverser ce pont de Pierre et on s'est retrouvés sur l'autre rive. On a beaucoup marché. À force d'avoir beaucoup marché, moi j'avais une grand-mère qui n'était plus très jeune, mais par rapport à moi maintenant, hein, on avait 20 ans de différence, mais la vie de nos aînés, c'est pas la vie de l'actuel que nous avons pu profiter, bénéficier. Donc, ma grand-mère a fait un malaise cardiaque et on s'est arrêté dans un petit village sur les bords de la Loire, adorable petit village, et ma grand-mère ont été hébergées par des braves gens, et quant à nous,
papa et mes deux frères et moi, on nous a dit qu'on pouvait aller au château des Tormeaux pour avoir un abri. Donc on s'y est rendu, mais on est bien arrivé au château des Tormeaux. C'est pas dans le château qu'on a été hébergés, c'était aussi des religieuses qui avaient fui leur commune qui étaient là. Elles avaient subi la veille un bombardement, elles avaient des religieuses blessées et gravement blessées. Et quant aux autres réfugiés, on était dans les écuries du château, avec la paille, et on a dormi plusieurs jours dans les écuries en attendant qu'il nous arrive un logement du ciel. Donc maman était hébergée, maman nous apportait tous les jours un morceau de pain et un bout de fromage qu'elle trouvait à l'épicerie du village, c'est tout ce qu'on avait. Hein. Et puis un beau matin, monsieur le maire est arrivé, il a apporté un trousseau de clés qu'il a donné à papa en disant la maison à tel endroit est libre, le personnel est parti. Le personnel, c'est du personnel qui travaillait au ministère de la guerre à l'époque, maintenant c'est plus le ministère de la guerre, c'est la défense, c'est les termes d'actualité. Hein. À l'époque c'était le ministère de la guerre, ils sont partis pour Bordeaux et la maison est vide. Plutôt que de dormir sur de la paille, vous avez la maison à votre disposition. Donc, on a été occuper cette maison. Nous sommes avec mes frères, j'avais 13-14 ans, mon plus jeune frère était plus petit, était plus jeune, et de dormir dans ces lits de campagne, ça nous amusait. Des lits très hauts, il y avait des gros hydrodons. Bref, on est là, dans cette maison. Maman fait ses courses comme elle trouve sur le petit carré au milieu de petit village, le centre de la ville. Mon papa, il va tous les jours chercher le journal, et puis un matin, il y va avec mon plus jeune frère, et il arrive au kiosque, et qu'est-ce qu'il voit? 3 Allemands sur une moto avec un sidecar. Ils n'ont pas dit un mot, ils ont sorti les cartes d'état-major, ils ont retourné dans tous les sens les cartes, ils ont replié, ils sont repartis. Il revient à la maison, il nous raconte tout ça, un peu surpris, les Allemands maintenant, etc. Et dans l'après-midi, on a entendu beaucoup de bruit. Quand on était à la campagne au mois de juin, il fait chaud, les fenêtres sont ouvertes, on est allé voir, et qu'est-ce qu'on voit sur la route? Des camions militaires, mais des quantités d'Allemands qui arrivent, et les troupes qui suivent. Autrement dit, les Allemands sont dans le village, et ils poursuivent leur chemin, ils continuent, ils allaient vers Bordeaux, puisque sont arrêtés devant la maison et mon plus jeune frère blond, un petit blond avec des boucles, s'est approché, assis sur le rebord de la maison. Et je ne sais pas ce qu'ils se sont racontés, ce que l'Allemand a dû demander à mon frère, à Claude. Et Claude lui a simplement dit « Et toi, tu vas où ?» Et il a répondu « Narportox », autrement dit, eux aussi allaient à Bordeaux. Bon, on est restés, et puis la France est occupée, entièrement occupée. Quelques jours après, monsieur le maire revient et propose à mes parents, le boucher allait au ravitaillement à Tours. Si on veut rentrer de nouveau sur Paris, le boucher peut emmener 3 personnes. Donc il est venu chercher à 2 heures maman, ma grand-mère et mon plus jeune frère. Quant à mon papa, mon frère aîné et moi, on est partis tout de suite. On est à 30 km de Tours, il faut les faire à pied. Hein. Donc on est parti, on a beaucoup marché. On a retrouvé maman, ma grand-mère aussi au vieux pont de Pierre à Tours, en pleine ville de Tours. Et puis voilà, on s'est retrouvés, on a dormi pendant des nuits encore en remontant par petites étapes dans les préaux d'école, soit sur les bancs, soit sur le tapis de gymnastique. Et puis un matin, on nous a dit qu'il y avait un train qui allait arriver, qui remonterait tous ceux qui veulent remonter dans la capitale. Donc on s'est dirigé vers la petite gare et on a attendu. Et effectivement, quand le train est arrivé, à votre avis, quel train est arrivé? Un immense train avec des wagons à bestiaux, des portes grandes ouvertes. Il y avait déjà plein de Parisiens ou de gens du Nord qui voulaient rentrer, qui étaient dans les wagons. Les portes étaient ouvertes, elles n'étaient pas fermées, bloquées, ni rien, pas du tout. Donc on a fait, nous aussi, de la gymnastique pour grimper dans ce wagon à bestiaux. Le plus difficile, c'était pour grand-mère. Elle n'avait pas l'habitude d'enjamber des marches hautes. Bref, on est rentré à Paris, en fin d'après-midi, on est arrivé à la gare d'Austerlitz, on a repris le métro jusqu'au Lilas, enfin la porte des Lilas, à Paris, et l'autobus pour rentrer à la maison. Donc au mois de juillet, on était de nouveau à la maison. Mon papa est retourné travailler. Quant à nous, l'école, c'était au mois d'octobre, la rentrée scolaire, c'était le premier jour du mois d'octobre. Mon frère est retourné à Paris, puisqu'on avait quitté Paris, puisqu'on est né à Paris jusqu'en 1937. Mes parents voulaient un appartement plus grand, donc on est
on a trouvé cet appartement près de la gare à Noisy-le-Sec. On avait le confort, c'est-à-dire le chauffage central, l'eau courante. Alors pour vous, les jeunes, à Paris, je dis vous, les jeunes parisiens, mais vous, les jeunes du Nord, moi je voudrais que vous sachiez qu'il y a 70 ans, 80 ans plus exactement, ou un peu plus, la ville lumière Paris, il y avait beaucoup de vieilles maisons, ce qu'on appelait aussi des taudis, ou la zone, et qu'il n'y avait pas ni l'eau courante, ni les toilettes. Mettez-vous ça dans la tête, hein. La ville lumière était vraiment pas toujours des villes où il y avait tout le confort, et beaucoup de jeunes n'avaient pas les toilettes à la maison, et quand elles étaient occupées, il fallait attendre que le collègue ou le voisin sorte pour pouvoir occuper. Et l'eau courante, elle était des fois au bout du couloir, donc il n'y avait aucune commodité. Vous ne connaissez pas le bonheur que vous avez actuellement, depuis quand même plusieurs années, où on a rasé toutes ces vieilles maisons, on a construit des HLM. Dans Paris, ce n'est pas des bâtiments en ciment avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de locataires sur des tours, sont des lieux pas très sympathiques. Et à Paris, c'est quand même un peu plus humain, mais dans les grandes banlieues, je peux vous dire que c'est pas sympathique quand vous trouvez dans une zone avec le confort un peu plus moderne, mais un peu isolé. Donc moi, j'ai grandi dans ces conditions, et quand on a quitté Paris pour venir à Noisy-le-Sec, comme tout le monde, au retour de l'Exode, je suis retournée à l'école, Claude aussi, mon frère est resté à Paris. L'école, le lycée était payant à l'époque, il fallait acheter les livres, il fallait acheter toutes les fournitures, il n'y avait rien de gratuit ni d'aide comme vous pouvez l'avoir. Il n'y avait même pas d'allocation familiale du temps de mon enfance. Donc, la préoccupation de mes parents, c'était de payer le loyer et de payer le gaz et l'électricité. Et on faisait avec pour le reste. Il fallait se débrouiller. On a toujours eu à manger, pas toujours des choses qu'on aimait, mais on a toujours été quand même, on l'a pas dépéré. Arrive la période de guerre, puisque le maréchal signera la paix avec les Allemands, avec Pétain, et donc en 1940, quand on revient de l'Exode, la première des choses, c'est le premier statut des Juifs qui est établi. Or, dans le premier statut des Juifs, c'est que toute la communauté juive devait se déclarer, c'est-à-dire aller au commissariat ou à la mairie, on devait décliner ton nom, ton adresse, ta profession, le nombre d'enfants, et selon les nationalités, parce qu'on a eu aussi beaucoup d'émigrés, je sais que vous en avez eu beaucoup dans le Nord, entre autres beaucoup de Polonais qui sont venus travailler dans les mines, puisqu'il y avait des millions de morts français à la guerre de 14, il fallait bien que quelqu'un travaille, et nous on a eu sur Paris, et dans certains arrondissements, une population juive, de confession juive plus importante que dans d'autres, pas dans les bons quartiers, dans les quartiers ouvriers, et cette population qui était émigrée venait parce qu'il y avait en Pologne des pogroms. Alors, je chercherai dans le dictionnaire à quoi ça correspond, c'est-à-dire dans ces petits villages, il y avait des hordes d'Ukrainiens qui venaient, pas en voiture, ça n'existait pas non plus, avec des chevaux, massacraient ou tuaient la population juive par antisémitisme, racisme peut-être pas, mais antisémitisme c'est sûr, massacraient la population, et toutes ces familles qui avaient déjà des parents à Paris étaient venues, avaient émigré, et tous ces hommes avaient trouvé un job, un travail, même si c'était que manuel, les enfants étaient scolarisés, nous on avait plusieurs familles dans l'immeuble, tout le monde vivait en très bonne, comment dirais-je, pas copropriété, en très bon voisinage, il n'y avait aucun problème. Et parmi tous ces hommes qui sont arrivés en France, en demandant la naturalisation, en travaillant et en demandant la naturalisation, beaucoup de ces hommes, dès que la guerre a été déclarée, se sont engagés. Et sur tous les étrangers, il y en a 25 000 qui ont fait la queue pour s'engager pour la France, la terre d'accueil et d'asile qui les avait acceptés, de la défendre. Et tous ces hommes, surtout les familles, mais surtout tous ces hommes, ont été, dès qu'on a assigné la 6, ont été arrêtés. On les a tous regroupés dans des camps de travailleurs étrangers dans le centre de la France, à Pithiviers et à Baume-la-Rolande en particulier. C'était 2 camps qui avaient été préparés pour y mettre les soldats allemands qu'on ferait prisonniers.
Or, on a fait prisonnier aucun Allemand, puisque on s'est rendu, c'était tellement laid ce qui s'était passé, et on a enfermé tous ces hommes dans ces camps. Alors, le groupe de travailleurs étrangers était là, internés, les femmes étaient restées, elles n'avaient pas non plus de quoi travailler, elles n'avaient pas non plus de quoi les nourrir. Des moments très, très, très difficiles. Le deuxième décret qu'on a eu, c'est le deuxième statut des Juifs qui a été créé. Et là, ça a été encore beaucoup plus compliqué, parce qu'on nous a confisqué les radios, les radios, il n'y avait pas de télévision, ça n'existait pas, les radios, les vélos et les téléphones. Et ensuite, on a rajouté l'interdiction, il y avait le couvre-feu pour nous, l'interdiction de faire nos courses le matin, c'était à 3h de l'après-midi, entre 15h et 16h, quand il n'y avait plus rien dans les boutiques. Les fonctionnaires ont été révoqués, toute l'administration révoquée, les militaires révoqués. Il y a eu des arrestations, en voilà, on ne savait même pas pourquoi à l'époque. Et puis il y a eu l'arrestation, ce qu'on appelait du billet vert, en 1941. Et en 1941, ce sont ce qu'on appelait le billet vert que j'ai donné ce matin. Ce sont tous ces hommes qui s'étaient déclarés venant de Pologne, d'Allemagne, puisque la Pologne c'était à cause des pogroms, mais en Allemagne c'était le nazisme. Tous ceux qui ont pu sortir, toute la communauté juive allemande, on leur a tout de suite enlevé les papiers. Il y a eu la ligne Kristall, et tous ceux qui ont été arrêtés et ceux qui n'ont pas été arrêtés et qui avaient aussi de la famille en France sont arrivés comme ils ont pu. Et donc ça a été des vies à aider son prochain comme on l'a pu et comme on pouvait le faire. Donc 1942, on programme en Allemagne, c'est Wannsee, pour les profs d'histoire, c'est Wannsee. Alors Wannsee, vous ne savez pas où c'est, mais moi je vais vous dire, c'est une très jolie commune à côté de Berlin, très belle villa, qui a été confisquée à une famille juive, et c'est devenu, la villa s'appelle, la commune, le village c'est Wannsee, la ville, c'est au bord de l'eau, c'est résidentiel, et cette villa servira de maison de repos, pas aux militaires allemands, mais aux généraux et aux officiers quand ils sont fatigués de repos. C'est vraiment une superbe propriété. Et il y a eu à Wannsee une réunion secrète entre Himmler et Heydrich pour la destruction de tous les juifs d'Europe. Ça, c'était janvier 1942, la première réunion, une des réunions très importantes. Comment on supprime toute la communauté juive d'Europe? C'était pas facile à réaliser, et il fallait l'organiser. Et on a travaillé, ils ont travaillé entre le commissariat aux questions juives et tous les membres de la collaboration avec les Allemands, comment on pouvait arrêter l'arrestation générale des Juifs à Paris. Donc ça a été programmé dans leur programme, c'était la rafle de juillet 1942, la grande rafle que l'on commémore tous les ans, c'est une journée nationale, la rafle dite du Veldiv, et pour cette rafle, il était prévu d'arrêter 22 000 et des poussières d'hommes, de femmes, d'enfants juifs dans Paris. Simplement, il y a eu des agents, des commissaires qui vivaient en très bonne communauté avec des familles juives qui étaient dans leur maison, enfin dans les immeubles, et qui avaient prévenu en disant ne restez pas, il va y avoir une rafle. Chez nous, la communauté ne pouvait pas imaginer que la France, terre d'asile et d'accueil, pouvait arrêter des femmes et des enfants. Alors les hommes se sont planqués, effectivement. Par contre, les policiers français qui étaient programmés, c'était tout un organigramme de prévu par arrondissement. Il y aurait tant de militaires, tant d'agents, tant de camions, pas de camions, des autobus. On cerne le quartier et tout le monde va en délice. On passe dans tous les immeubles pour arrêter les gens. Or, en fin de compte, ils n'ont pas arrêté 22 000 hommes, femmes, enfants. Les hommes ne l'avaient pratiquement pas, mais ils y ont arrêté les femmes et les enfants. Et ça, c'était le choc, premier choc qu'il y a eu. Et on n'a arrêté que 13 000 et des poussières de femmes, d'enfants, de milliards. Alors, les hommes qui ont été arrêtés, les célibataires et les couples sans enfants ont tout de suite été transférés à Drancy. Quant aux femmes, les vieillards, les enfants, eux, ils ont été emmenés au Veldiv. Alors,
vous les jeunes, est-ce que vous savez ce que c'est que le Veldiv? C'est le vélodrome d'hiver. Qu'est-ce que c'était le vélodrome d'hiver? Le Veldiv, c'est dans le 15e arrondissement. C'est un grand bâtiment avec une piste cyclable où il y avait des courses les 6 jours, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait, où il y avait des courses de vélo. Il y avait une piste en bois, je la vois parce qu'on avait été très sages à une quinzaine à l'école et on avait été récompensés, on nous a emmenés faire une promenade au Veldiv, mais avant la guerre. Donc je sais comment c'était le Veldiv pour y avoir visité. C'est donc un grand bâtiment avec une grande piste cyclable, il y a le centre, et puis il y a la piste, et tout en haut, il y a des gradins. Et derrière les gradins, c'était pour que les gens viennent assister, regarder aux courses, mais dans ce Veldiv, on y a emmené ces 13 000 femmes, enfants, vieillards. C'est la canicule, je ne sais pas si vous avez vu le film La Rafle, où vous voyez les pompiers prendre la lance à eau pour mouiller un peu tout le monde. C'était l'horreur de l'horreur. Donc dans ce Veldiv, où on y enferme les femmes, les enfants, les vieillards, il y a des femmes qui se suicident, qui se jettent de la terrasse là-haut, qui veulent en mourir avec les gamins dans les bras. Il y en a d'autres où des femmes accoucheront et il n'y a aucun secours, c'est l'horreur. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'eau, c'est la canicule, il n'y a pas d'eau, et il n'y a aussi pas de toilette. Il y a deux WC pour des centaines et des centaines. C'est franchement l'horreur. Veldiv, ça a été vraiment l'horreur de l'horreur. Mon frère aîné était aux éclaireurs israéliens de France depuis toujours. Moi, j'y étais toute petite, je suis rentrée à 6 ans dans le mouvement. C'était un mouvement libéral, de scoutisme, où on apprenait plein de choses, des herbiers, du secourisme, faisait plein de la chorale, etc. Moi, j'en ai gardé un souvenir extraordinaire. Et dès que les Allemands sont arrivés en France, donc la France était coupée, moi, mon papa ne voulait plus que j'aille à Paris, aux réunions, aux rencontres avec les éclaireuses. De 1939, la guerre, à 1942, papa disait toujours, quand les Boches sont dans la capitale, je ne vois pas ce qu'une adolescente peut lui faire, tu ne le sors pas. Donc on obéissait, on ne disait pas non, je vais y aller, on n'y allait pas, on obéissait. Mon frère avait le droit, avait 2 ans de plus que moi, en tant que chef, il y allait. Et là, les éclaireurs, le groupe de chefs et de chefs-d'elle, ont, eux aussi, au pif, rien n'était préparé. Il fallait assumer au fur et à mesure. Quand il y a eu cette fameuse rafle du 7 juillet, mon frère a demandé aux parents de m'emmener le lundi matin. Je suis partie avec lui le lundi matin au local. Alors le local, c'est une grande école, pour ceux qui connaissent Paris, au quartier latin, Claude Bernard. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est juste en face de l'École nationale d'agronomie, au coin de la rue Claude Bernard et la rue Sanski. Il y avait une école privée juive qui était interdite, et là, on a eu l'autorisation d'ouvrir, et l'école nous a servi de local de scoutisme, de scout plus exactement, où il y avait plusieurs groupes différents, et on se réunissait.